C'était de faire avec annoncé qu'elle serait là, mais vraiment le froid et la pluie a eu raison d'eux. Mais peut-être qu'ils vont, dans les prochains jours, interviewer l'auteur. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Harmattan pour la dédicace de Georges Nsako Kimbembe, Congo-Brazzaville, chronique du génocide de l'Ari dans le pool, l'Harmattan, novembre 2018. Voici comment va se dérouler la séance de dédicace. Deux orateurs vont se succéder avant la dédicace. Il s'agit de l'auteur lui-même, Nsako Kimbembe, et de Benjamin Moutsila, je crois qu'il est le président de la fédération de la diaspora, c'est ça? Délégué général de la Fédération des Congolais de diaspora. De la diaspora, très bien. Donc ce sont ces deux orateurs. Il y aura aussi un modérateur, c'est Coco Séverin. Juste un mot pour vous présenter l'auteur. Et voici, Nsako Kimbembe. C'est les journalistes, hein, ils exigent des choses. Hein. L'orateur, c'est un prêtre. Hein, parce que c'est un prêtre, c'est un ancien prêtre. Il a été en poste à la paroisse Saint-Anne de Rouen, c'est la Loire, hein, 34 685 habitants. Il a également été en poste à l'église Saint-Germain, c'est la Mayenne. C'est exact? Toujours la Loire. Toujours la Loire, hein, 49 492 habitants. L'essentiel de son ministère sacerdotal s'est déroulé au Congo-Brazzaville, dans la région du Congo. Il a été notamment prêtre à Kibwende, Madia. C'est le même village ou c'est différent? C'est deux villages différents, Kibwende et Madia, c'est ça. Il a été également prêtre à Kinkala et il a été prêtre à Kindamba. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, que vous êtes en face d'un témoin oculaire, en face d'un homme, d'un témoin privilégié qui a vu, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, avec ses propres yeux, le génocide de l'Ari. Tout ce qu'il va vous dire, c'est vraiment des choses vraies. Tout ce qui est dans le livre qu'il va vous dire ici, c'est des choses vraies. Vraiment vraies, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout ce que je tenais à vous dire. Je voulais juste vous souhaiter aux uns et aux autres une très belle et une très riche année 2019. Merci. Donc à mon tour, je vais vous dire la joie de vous recevoir ici. Je tiens à préciser que si vous avez répondu nombreux à cette invitation, ce n'est pas pour venir assister à une thèse. Ce n'est pas une thèse, ce n'est pas une soutenance d'une thèse. Comme je l'ai lu sur Facebook, mais vous êtes venus ici parce que vous avez entendu le cri des Lari. Ce cri est celui-ci, Koué Tony Koué. En français, on dirait chez nous, c'est où? Mais en d'autres termes, on dirait aussi quelle est la destinée des Lari au Congo? Quel est le destin des Lari au Congo? La réponse, c'est la solution finale, l'extermination. Et comme toute extermination, elle est précédée par le négationnisme. Voilà pourquoi les médias de l'État ont servi, ont précédé cette extermination en disant à la télé, les Lari n'existent pas, où sont les Lari, qui sont les Lari, etc., etc. Tout cela pour semer un malaise, pour débranler le contrat social entre les populations. Donc, Koué Tony Koué, parce que les Lari constatent, quand ils sont victimes de massacres, personne ne vient à leur secours. Personne ne les écoute. Quand ils osent parler, eh ben, ils sont la risée de tout le monde. Voilà pourquoi certains disent, eh bien oui, comme ils ne peuvent pas exister, ils n'existent pas, ils sont niés, et quiconque arrive au pouvoir commence son pouvoir
sur les massacres sur le poule. Donc, voilà pourquoi certains disent que c'est du bétail. Oui, les laris, c'est des mpoukou, des porcs-épics, des nkabis. Comment? Des rats. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il se pose la question, Kouetoni Koué? Cette question, nous, on se l'est posée, mais on a eu beaucoup de scrupules. Cette fois-ci, elle commence à être audible et on va la poursuivre. Et les laris posent cette question pour essayer d'attirer l'attention des autres qui étaient censés composer une communauté de destin avec eux, de partager cette communauté de destin. N'oublions pas qu'aujourd'hui, ce sont les laris qui sont massacrés, mais n'oublions pas que par le passé, il y a eu le génocide des Bayaka. Il y a eu le génocide des Bayombe. Et aujourd'hui, donc les Bayombe et les Bayaka, ils ne sont pas nombreux. Au Congo, ils sont un faible pourcentage. Et aujourd'hui, c'est le tour des laris. À qui le tour demain? Donc, les laris en poussant ce cri, Koué, Tony Koué, ils veulent intéresser tous ceux qui se ressentent issus de la civilisation Congo, de s'intéresser, d'être compatissants. Parce que, comme je venais de dire, on ne sait pas à qui sera le tour demain. Donc, vous êtes venus ici, pas pour assister à une soutenance de thèse, mais pour vous informer, vous instruire, afin de vous éveiller la conscience politique de ce qui se passe, pour que plus jamais cela ne se répète et pour que les moyens soient pris pour éviter ça. Donc l'auteur, je ne veux pas le représenter. Il va parler en premier, Georges Kimbembe. Georges Nsaku Kimbembe va parler en premier. Ensuite, Benjamin Moutila va contribuer à cet échange pour vous informer de ce qu'il a déjà fait sur les disparus du beach. Parce qu'en réalité, les deux ont commencé à travailler ensemble à ce moment-là. Parce que Georges Kimbembe disposait déjà de ces éléments qu'ils avaient versés au dossier des disparus du beach. Le dossier des disparus du beach, nous ne le connaissons pas bien. Donc c'est l'occasion ou jamais pour que Benjamin Moutila nous en dise ce qu'il sait, où c'en est. Et avec l'actualité du livre, nous pensons que les choses sont en train de bouger. Donc vous avez la parole, Georges Kimbembe. Merci. Je vous dis 1 minute. Heureux de saluer l'auteur et tout ce qui se fait autour de la question. On continue avec vous et j'espère que la vérité se fera un peu et que finalement le compte sera réglé un jour avec ceux qui ont fait tant de choses dont certains veulent rester éternellement à la tête. Voilà. Bon, félicitations à votre boulot. On continue. Avant la sortie du livre aussi du pasteur Nkunku, j'ai eu la visite de 2 personnes dans mon bureau qui disaient « Monsieur Priya, il ne faut pas parler comme ça, parce qu'autrement, voilà. » Nous, on continue, on n'est pas lié à personne, et que la vérité soit faite. Et félicitations pour le témoignage et le courage que vous avez. Lever la tradition. Avant de prendre la parole, une personne de culture Congo doit se présenter. Je suis Nsaku Kimbembe. Ma mère appartient au clan Sengele. Mon père appartient au clan Kawunga. Moi, je suis Sengele Kawunga. Alors, bonjour à tous. Meilleurs vœux aux journalistes qui sont là.
Meilleurs vœux à vous tous. Alors, avant de commencer, je vais vous livrer un petit secret que j'ai gardé pendant longtemps. Nous sommes en 1999. Une femme est venue se confier à Monseigneur Milandou, alors évêque de Kinkala à l'époque. Cette femme n'avait que 2 enfants, qui étaient des garçons, de 18 et 21 ans. Les cobras sont passés, ils ont tiré sur ces 2 enfants, sous prétexte qu'ils étaient des ninjas. Et cette femme n'avait que ses 2 enfants. Alors, elle est allée voir Monseigneur, elle lui en a parlé. Et quand la femme est partie, Monseigneur a pleuré. À l'époque, j'étais son secrétaire. Il m'a appelé. Et c'est à l'issue de cela qu'il m'a demandé de me mettre à l'écoute des populations du diocèse de Kinkala, qui se trouve dans le Poul. Il m'a demandé de mettre à écouter les populations souffrantes du diocèse. Ainsi, j'ai commencé à recueillir des témoignages. J'ai donc mené ce travail d'église. Alors, nous sommes aujourd'hui le 12 janvier. Nous sommes samedi 12 janvier. En cette date du 12 janvier 2019, j'ai une pensée particulière pour 2 de mes fidèles de la paroisse de Kinkala qui habitaient Matumbu, qui ont été mitraillés à Matumbu par des ninjas du pasteur Ntumi. Ces 2 femmes s'appelaient toutes les deux de Monique, donc Monique Lumpangu et Monique Milandou. Elles ont été mitraillées par des ninjas à Matumbu le 12. Aujourd'hui, ça fait 20 ans. Mais je souhaite aussi un joyeux anniversaire à la fille de Mwangobo et Lapriska Anisette, qui est née dans la sacristie de la chapelle du séminaire Saint-Jean, ce 12 janvier 1999. Elle a 20 ans, celle-là. Voilà. Je souhaite aussi un joyeux anniversaire à ces garçons, 4 garçons qui sont nés ce jour-là, au site du séminaire Saint-Jean. Je ne connais pas leur nom, mais je connais le nom de leur mère, parce que j'étais là. Et j'ai retenu ces noms de ces mères-là. Donc, il y a un garçon dont la mère s'appelle Nsonde Monique. Il est né le 12 janvier, c'était un mardi, 12 janvier 1999. Il est né à 6 heures. Je ne sais pas quel est son nom, mais je connais le nom de la mère, c'est Nsonde Monique. L'autre femme qui a accouché ce jour-là, toujours au séminaire Saint-Jean, au site, s'appelait Sita Jeanne. Celle-là a accouché à 8h30. Une autre qui a accouché à 9h, elle s'appelle Alphonsine Voilà. Et une autre qui a accouché à 13h, qui s'appelle Mabiala. Je n'ai pas le nom de ces jeunes-là, mais s'ils écoutent le nom de leur mère, ils se retrouveront. Ils sont bien nés le 12 janvier 1999 au site de Saint-Jean. Alors je leur souhaite un joyeux anniversaire. Ils ont déjà 20 ans aujourd'hui. Alors, chronique du génocide de la rue du Poul. Tel est le titre que j'ai donné à mon ouvrage. Bon, certains parlent de guerre du Poul. En fait, le coup d'État
transformée en guerre entre les Souba et Sassou en 97, je me trouvais à Kindamba à l'époque. Je me trouvais à Kindamba, dans le Poul. J'y travaillais comme curé de la paroisse de Kindamba. Nous parlons de génocide, alors on entend beaucoup de réactions. C'est quand même fort de parler de génocide. C'est un mot trop fort. Le concept de génocide sonne fort et choque, certes. Il est dur à entendre, certes. Et pourtant, ce que j'ai vu, il ressemble bien. La triste, douloureuse réalité est là. C'est trop dur d'utiliser le concept de génocide. Très bien. Mais qu'est-ce qui est plus dur à supporter? Est-ce de voir cette femme qui sort de la forêt avec son bébé de 3 mois, les ninjas, les cobras prennent cet enfant, le basculent contre un arbre, la tête s'écrase et jettent le bébé, le cadavre du bébé dans la forêt. Ça, c'est plus dur, c'est moins dur à supporter que de prononcer le mot génocide. Cela s'est passé dans la forêt de Mbonza en août 99. Alors, prononcer le mot génocide, c'est trop dur ça. Mais ça, non, ça passe. Après tout, c'est un petit Larry. C'est un futur ninja, c'est un petit Larry. Et la mère est morte de chagrin. Cela s'est passé en août 1999, dans la forêt de Mbonza. Allez vérifier les journalistes. Serait-ce plus choquant de parler de génocide que de voir un père contraint à l'inceste avec sa propre fille devant les cobras et l'art? Le mot génocide est bien plus fort que ça. Cela s'est vu dans le Poul. Serait-ce plus choquant de parler de génocide que de voir, je vais te citer le nom, peut-être que d'autres le connaîtront, il s'appelle M. Malonga. Il a assisté à l'assassinat de ses 2 garçons lui aussi. De ces 2 garçons, plus sa femme qui a voulu intervenir, elle a été mitraillée. Cela s'est passé à côté de la CNSS de Bakongo, le 20 décembre 1998. Et les Cobras précisaient bien qu'ils ont reçu l'ordre d'abattre tous les jeunes qu'ils rencontrèrent. Et la mère qui dit, mais mes enfants ne sont pas des ninjas. Pas question. Il y a 2 choses. De toutes les façons, que vous le disiez, que vous ne le disiez pas, on va les abattre. Maintenant, si vous voulez, madame, on vous tue. De toutes les façons, nous tuerons aussi vos enfants. Et ils ont logé une balle dans la tête de la mère qui s'est effondrée. Ils disent au père, et toi aussi tu veux ça? Le père a perdu sa tête. Ils ont mitraillé les enfants. Ça se passe à côté de la CNSS de Bakongo le 20 décembre 1998. Donc, ça, c'est pas choquant. Le plus choquant, c'est de parler du terme génocide. Serait-ce plus choquant de parler de génocide que de voir des villages détruits, des arbres fruitiers tronçonnés, des cours empoisonnés? Allez demander aux gens de Malela, allez demander aux gens de Mouvimba, dans le district de Mayama, allez demander ce qu'ils ont subi à ce moment-là. Serait-ce plus choquant de parler de génocide que de voir des corps d'enfants calcinés? Cela s'est vu à Mayama. Allez demander. Allez vérifier. Alors, depuis de nombreuses années, pratiquement depuis 1963, avec la Révolution jusqu'à 1991, la politique mise en place par les différents gouvernants, au lieu de se soucier de mettre en place un État promulguant l'épanouissement des différentes populations composant le pays, ceux-ci ont martelé un discours anti-Larry afin d'isoler ceux-ci, les étrangler et in fine les exterminer. Et nous y sommes. Parce que
le lari ne vaut pas un sou. Exemple, je donne un exemple plus simple. En 1900, le 22 mars 1977, le cardinal Bayena meurt dans les conditions que nous découvrons maintenant. Aucune poursuite judiciaire n'a été engagée pour cette affaire. Ce n'est qu'un lari de toute façon. Ça vaut le coup? Les laris n'existent même pas. Est-ce que ça vaut le coup de mener une enquête et un procès pour un lari? C'est un cafard. Ce n'est qu'un lari. Alors que Ali Agsa, qui a commis un attentat sur le pape Jean-Paul II, je pense que vous vous souvenez, il a été arrêté, il a été jugé, il a été condamné et emprisonné pour cet acte. Dites-moi combien on fait la prison pour l'assassinat du cardinal? Parce qu'il est lari. Il n'aurait pas été lari, peut-être que les choses se passeraient autrement. Mais il est lari, donc un rien. Ce n'est qu'un lari du poule. Alors, les affrontements de 93-94 qui font figure d'événements préparatoires n'auraient jamais pu avoir lieu si les Congolais étaient conscients d'eux-mêmes. Les ligues politiques du MCDDI et de l'UPADES n'auraient jamais poussé leurs jeunes dans ces effroyables guerres fratricides qui ont vu s'affronter des frères de même sang. Parce que, issus par leurs clans respectifs, des mêmes ancêtres. Moi, je me suis présenté, j'ai dit que j'étais Nsakou. Et je suis sûr que l'un d'entre vous, au moins un, j'en trouverai un Nsakou parmi vous. Tous les Bakongo viennent des ancêtres, les mêmes ancêtres. Nsakou, Mpangu, Nzinga. Il n'y en a pas d'autres. Que l'on soit du Nyari, de la Bouenza, de la Lekumu, de la Kouilou, on est tous issus du même ancêtre. Et ça, on nous apprend l'histoire de la pénétration coloniale, on ne nous apprend pas l'histoire de qui nous sommes nous-mêmes. Résultat, quand on est du Nyari, on se pense être un ennemi du poule. Alors qu'on peut bien voir, on est issus des clans qui sont... Nous appartenons tous aux clans qui appartiennent tous aux mêmes ancêtres. C'est cela notre histoire. La vraie histoire étant méconnue, l'on a privilégié la version coloniale qui met l'accent sur l'ethnie. Et c'est au nom de l'ethnie que le Congo se meurt. C'est au nom de l'ethnie que l'on peut tuer du lari sans remords aucun. C'est au nom de l'ethnie, au nom des idéologies étrangères, que même les laris eux-mêmes peuvent trahir, peuvent épier, peuvent aller tuer son frère lari sans remords. En tout cas, Koubemba Kamar ne dira pas le contraire avec ses tueries de Mansiedi, de Madidi, de Matumbu et de Kinkala en janvier 1998. J'étais là. Et Koubemba Kamar est de Kindamba. Il est là comme moi. Il ne dira pas le contraire. Vital Bakana ne dira pas le contraire. Il est là aussi. Foro ne dira pas le contraire. Lui qui a tué le curé de Lulombo, qui a failli me tuer et a failli tuer l'évêque de Kinkala. Il est là. Il ne dira pas le contraire. Willy Mansanga ne dira pas le contraire. Lui qui a tué et qui a exécuté Frédéric Kiendolo devant sa femme et ses enfants à son domicile de Kinkala en 1999. Il est bien du pôle, Willy Mansanga. Il ne dira pas le contraire. Ndoumi, s'il est lari, il ne dira pas le contraire. Donc être lari ne nous donne pas un plein sang. Ça ne nous dédouane pas automatiquement.
Alors, cette guerre qui a éclaté le 5 juin 1997 à Brazzaville, à l'issue, dit-on, d'un sommeil qui aurait été dérangé à 5 heures du matin. Cette guerre s'est poursuivie, au fait, dans nos villages. Moi, j'étais dans nos villages. Dans les pays Lari du Poul, nous en savons quelque chose. Pourtant, ce ne sont pas les Lari qui ont interrompu le fameux sommeil à 5 heures du matin. Les événements que je relate sont des événements vécus. Pour les avoir vécus, je témoigne. Le mercredi 15 octobre 1997 marque la fin des hostilités à Brazzaville et la victoire de M. Sassou Nguesso sur M. Lissouba. Le mercredi 15 octobre 1997 marque aussi le début des exactions de nature militaire dans l'espace culturel Congo, où vivent des citoyens qui appartiennent aux clans ancestraux Nsaku, Mpanzu, Nzinga, c'est-à-dire le Poul, le Nyari, la Bouenza, la Lekumu, le Kwilu. Donc ces terres-là, allant du Poul jusque dans le Nyari, appartenant à ces clans Congo, ont été assaillis par les troupes de Sassou, composées en grande majorité de Cobras et des mercenaires de différentes nationalités, dont des Français. C'est après le 15 octobre qu'un personnage inconnu est entré en scène. Le pasteur Ndoumi. Il crée une milice qui, curieusement, porte le même nom qu'une milice qui est déjà connue, les ninjas. Curieusement. Il ne trouve pas un autre nom que prendre le nom de ninja. Et auquel il va ajouter une appellation d'ordre prophétique en disant ninja Nsilulu, qui signifie ninja de la promesse. Donc, dans la confusion totale, la population fait face à deux sortes de ninjas. Les ninjas simples, que tout le monde connaissait, fidèles à Kolela, qui ont combattu aux côtés des troupes gouvernementales, et les ninjas de la promesse, les ninjas Silulu, inconnus jusque-là, et créés par un inconnu, qui sera Ndoumi. Cette nouvelle milice commet des exactions sur les populations civiles, au même titre que les troupes gouvernementales. Ndoumi se dit rebelle. Et un jour de 1999, la population se demande bien rebelle par rapport à qui et rebelle par rapport à quoi. Alors un jour, c'est en 1999, les anciens de Lulombo interpellent Ndoumi et lui disent au fait, mais tu te bats exactement pour qui et pourquoi? La réponse qu'il a donnée était plus qu'évasive. Donc ce que nous vivons à cette période dans les villages laisse penser que rebelle et ninja Nsilulu et forces dites publiques obéissent à un commandement unique. En tout cas, nous avons pensé à cela. Ils doivent obéir à un commandement unique. On a vu des ninjas d'obédience Kolela se faire assassiner par des ninjas Nsilulu. On a vu cela. Exemple, Kapi Justin. Exemple, Abraham, alias Mkongo Muntu, à qui on a tiré par derrière à Kinkala. Par exemple, Yelengenge, qui a été exécuté à Bignonia. Alors ce dernier, Yelengenge, a reçu les balles des mains de Ndoumi lui-même. Ça s'est passé à Bignonia. Par contre, on ne connaît aucun cobra de Sassou qui a été abattu personnellement par Ndoumi, comme l'a été Yelengenge, un ninja d'obédience Kolela. Et il est à noter que
les ninjas Silulu de Ntumi et les Cobras bénéficient de la même impunité de la part du pouvoir. Ainsi, les ninjas Silulu qui ont assassiné le père Gut, un Français, je ne connais pas la date où il a été assassiné, et le père Jean Tsuba, un Polonais, lui je connais la date, je pense dans le livre, il y a un passage sur lui. Il a été assassiné le 27 octobre 1998. Donc si vous allez là-bas, vous allez trouver le passage où le père Jean Tsuba, un Polonais, a été assassiné. Il a été assassiné dans sa paroisse de Lulombo. Pensez-vous que ceux qui ont commis le crime aient été inquiétés? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Vous êtes venu travailler chez les laris, vous êtes des laris. Vous êtes venu travailler chez des rats, vous devenez des rats, c'est tout. Lorsque ces événements se déroulent, tout Brazzaville est tranquille. Les quartiers sud de Brazzaville ne sont pas encore touchés. Donc, quand on parle de la guerre de 98, on focalise tout sur le 18 décembre. Mais au fait, nous, dans les villages, avant le 18 décembre, c'est pénible ce qu'on vivait là-bas. C'était invivable. Beaucoup de souffrance. Donc, le 18 décembre est venu jeter les méandres de l'oubli et des souffrances des villageois et des villageoises dans le pool à l'époque. Donc, avant le 18 décembre, les villages étaient détruits, Kibouéné, Kibossi. Ne parlons pas de petits villages comme Mayaka, comme Mansiedi, comme des petits villages qu'on ne connaît pas. Brûlés complètement. Et quand nous avons fui, on arrive à Brazzaville, on était tous surpris de voir qu'à Brazzaville, tout était normal. On dit, oh, c'est curieux ça. Donc, avant le 18 décembre 1998, les pays de l'Ari du Poul, les villages entiers ont été rayés de la carte, en toute discrétion et loin des caméras. Vous pouvez le vérifier, ce qu'a été Kibouende, ce qu'a été Massembo Lubaki, ce qu'a été Missafou, ce qu'a été Missanvi. Les champs et les plantations ont été brûlés. Alors, pour venir au quartier sud de Brazzaville, retenons que depuis plus de 3 ans, les quartiers Bakongo et Makelekele étaient devenus des quartiers pratiquement ethniquement homogènes. Après les guerres de 93-94, ces quartiers ont été vidés de tous les ressortissants des pays du Niari, censés être proches de Pascal Lissouba. Donc ceux-ci se sont retranchés dans les quartiers Diata et Mfilou. Et lorsqu'éclate la guerre du 5 juin, les quartiers Makelekele Bakongo sont habités en large majorité par des Bakongo originaires du Poul, en large majorité, censés être des partisans de Kolela. Curieusement, les quartiers Diata et Mfilou, censés habiter les partisans du président Lissouba, qui est l'ennemi du trio France, Elf, Sassou, ces quartiers n'ont jamais été bombardés. Par contre, à Makelekele, ceux qui ont été à Makelekele savent qu'ils ont été bombardés là-bas. Donc, 2 ennemis, on frappe l'un et l'autre est épargné. Pourquoi? Parce que l'un représente les laris, des cafards. Les bombes sont tombées sur Makelekele, elles ne sont pas tombées sur Diata. Elles ne sont pas tombées sur Mfilou. Elles sont tombées sur les quartiers habités en grande majorité par les ressortissants de la du Poul, Makelekele. Alors que les deux étaient des ennemis du même Sassou. Les populations du Niari et celles du Poul étaient censées être des adversaires politiques de Sassou. Alors, au Congo, quand on parle d'adversaire politique, il faut comprendre ennemi. Quand on dit adversaire, au Congo, on entend ennemi. Donc, Sassou choisit de bombarder les populations du Poul résidant à Makelekele et épargne les partisans de Lissouba résidant au quartier Diata Mfilou. Est-ce qu'il manquait de carburant pour aller bombarder à Diata? On ne sait pas. Mais en tout cas, à Makelekele, il y a eu des bombardements.
Alors, le mode opératoire que j'ai constaté sur place, pour avoir vécu les faits dans les villages de Lari, de Poule, je remarque ceci. Lorsque une localité est touchée, le mode opératoire est le même. Vous allez voir, remarquez 3 choses. La première chose, c'est que les autorités politiques et administratives, et même militaires, quittent le lieu avant l'arrivée des rebelles. Le sous-préfet n'est pas là, le préfet n'est pas là, la police n'est pas là, tout le monde est parti. Et c'est à ce moment-là que les ninjas, 2 ou 3 jours après, les ninjas arrivent. Donc, nous avons constaté cela. Le samedi 12 septembre 1998 à Kindamba. La police est partie. Quelques jours après, les ninjas arrivent. Nous avons remarqué cela le mardi 29 septembre à Kibouende. Il y avait un poste de police. Les policiers sont partis. 2 jours après, les ninjas Zilulu sont arrivés. Nous avons constaté cela le dimanche 4 octobre 1998 à Mindouli. Même scénario. Nous constatons le même scénario à Lulombo le 24 octobre 1998. Un samedi. Nous remarquons le même scénario le dimanche 25 septembre à Ngomateta. Nous remarquons le même scénario le dimanche 4 octobre à Kinkala. J'étais là. Nous remarquons le même scénario le samedi 10 octobre 1998 à Boko. Nous remarquons le même scénario. Les responsables abandonnent les populations, alors que l'État abandonne tout. L'État qui est censé assurer la sécurité de la population s'en va. Et les miliciens viennent faire le grabuge, ils viennent tuer. Et ce n'est qu'après que les militaires vont venir. Donc les responsables qui n'ont pas abandonné leur poste se sont vus exécutés par les ninjas Nsiloulou. C'est le cas du sous-préfet de Ngomateta. Le cas du sous-préfet de Kindamba, M. Mounsambote Donatien, son cas est un peu différent. Alors, l'exception qui confirme la règle est le cas de M. Mbanzumuna Malanda, le sous-préfet de Kinkala, qui était très apprécié et très proche de la population. N'empêche qu'il a été copieusement menacé et c'est à peine s'il a été sauvé. C'est à peine s'il a échappé, le pauvre. Oui. Donc, avant que tout cela arrive, les ninjas, enfin l'autorité prend la fuite. Le village où la ville reste sans autorité, sans défense. C'est à ce moment-là que les rebelles arrivent, ils tuent naturellement, ils ne sont pas là pour caresser, ils tuent. La preuve, moi j'ai failli me faire descendre par un foro, il s'appelle Foro. Hein? C'est le même Foro qui a descendu le curé de Lulombo, c'est le même. Donc tout cela, il n'y a pas d'autorité. Pas de police, rien. La gendarmerie, rien, plus personne. Et une fois que tout le monde est parti, eh bien, les ninjas Nsiloulou viennent. Ils occupent la ville, ils font tout ce qu'ils veulent, mais ils occupent la ville avec quoi? Moi, je les ai vus arriver avec quelques kalachnikovs, avec des mafingila, des fusils de chasse, et des bâtons. Avec quelques fusils, certes. Quelques kalachnikovs, mais beaucoup de bâtons. Et beaucoup de mafingila, les calibres 12. Là. Donc, ils demandent de l'argent, ça fait des grabus, ça tue, ainsi de suite, voilà. Et il n'y a plus personne, il n'y a pas d'autorité. Et le troisième niveau, les grands centres, quand c'est comme ça, une fois que les Cobras sont arrivés, les lignées sont arrivées, eh bien à ce moment-là, on envoie l'armée constituée essentiellement de Cobras et de mercenaires. Alors eux, c'est sans pitié. Ça casse, ça tue, c'est des choses inimaginables. C'est des choses inimaginables. Il faut les avoir vécues.
Donc des grands centres comme Kinkala, Mindouli, Kindamba, les forces gouvernementales censées les protéger commettent des exactions sur les populations civiles. Les villages environnants n'ont pas été épargnés. Cela s'est vu à Mansiedi, cela s'est vu à Madidi, cela s'est vu à Matumbu, qui sont aux environs de Kinkala. Cela s'est vu aussi à Kinkala Centre, où le directeur de la police, le directeur général de la police, le commandant Kamar, donc une autorité officielle, a opéré personnellement les exécutions en janvier 1998. C'est l'autorité qui exécute des gens. L'autorité. Comme disait le présentateur, quoi tenu quoi. Si l'autorité se met à nous massacrer, mais où irons-nous? Alors, mardi 15 décembre, mercredi 16 décembre, jeudi 17 décembre, les Cobras ont opéré des massacres en Gangalungolo et les quartiers environnants, faisant plusieurs centaines de morts. Et là aussi, vous remarquerez, M. Sassou n'était pas là. Le vendredi 18 décembre, M. Sassou était absent de Brazzaville, comme M. Ngoma Enoch, préfet du Poul, était absent de Kinkala, vendredi 9 octobre 1998. C'est le même scénario. Les chefs ne sont pas là, les ninjas arrivent avec des bâtons, avec des mafinkila et quelques kalachnikov. Et ça tue. Et ça tue. Donc je vous ai brossé là un petit tableau de ce qui se passait dans le silence avant le 18 décembre 1998. Et ce livre relate des événements vécus dans les villages du Poul. Ce livre a fait le choix de décrire les faits et nous laissons aux spécialistes des différentes disciplines de porter leurs analyses selon leur domaine de compétences. Merci. Benjamin Mouchila. On va d'abord écouter Benjamin Mouchila avant de faire circuler la parole. Bien. Excusez-moi, ma voix risque parfois d'avoir quelques petits ratés parce que je sors d'une petite grippe. On ne va pas dire une grande grippe. Mais je vais essayer de faire l'effort de la porter le plus haut possible pour que je puisse me faire entendre. Alors, il y a une chose qui m'a tout à l'heure troublé. Excusez-moi. Il y a une chose qui m'a troublé. Ça va comme ça? Il y a une chose qui m'a troublé tout à l'heure dans l'intervention de notre ami Kimbembe. C'est quand il a parlé non seulement de nos linéages, mais aussi de ce que les colons faisaient quand ils mettaient sur nos actes de naissance l'appartenance ethnique. Le hasard fait que dans mon dossier, j'avais mon acte de naissance. Je suis né en 1952 et dessus était marqué, je lis, race Balali. Donc pour tous ceux qui sont nés avant l'indépendance, s'ils retrouvent leur acte de naissance, ils vont retrouver la même chose. Il est là. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu un acte de naissance comme celui-là, ben, ils pourront venir le consulter rapidement parce que je tiens à le conserver en bon état puisque c'est les quelques rares documents que j'ai retrouvés chez mes parents en 99 quand je suis allé à Brazzaville. Et en même temps, j'ai retrouvé aussi ce qu'a fait avec beaucoup de brio notre ami Kimbembe, le trajet que mon père et toute sa famille, donc ses enfants, ses belles-sœurs, ses petits-enfants, ont fait de Brazzaville jusque dans le Poul. Et après le Poul, ils sont passés en RDC, notamment en Banzangungu, et de là, ils sont revenus sur Brazzaville. Et c'est là où on parle des fameux disparus du beach. Voilà. Alors, moi, donc, je suis, comme on a dit, Benjamin Moutsila, comme j'ai dit, mon acte de naissance le dit. Je suis donc Larry. Donc, mon père s'appelle Joseph Moutsila. Quelques-uns parmi vous le connaissent. Le nom Moutsila était très connu à Brazzaville. Et ma mère s'appelle Sanvoula Henriette. Donc, je suis Moussikaounga. Donc, lui, c'est mon père. Ah oui. Puisque lui, il est... Non, c'est toi qui es mon père. Moi, je suis plutôt son père, parce que moi, je suis Moussikaounga. Voilà. Et lui, il est Moana Kaounga. Je suis le fils. Mais par contre, moi, je suis Moana Nkwandamba. Donc, linéage de mon père. Et je suis petit-fils de Bissi Vimba.
Alors vous comprendrez que, exactement, vous comprendrez que entre mes deux grands-parents, il y a eu donc quelque chose qui s'est fait pour que mon père et ma mère se marient, alors que les deux avaient comme parents, comme papa, Bissim Fimba, ce qui se faisait assez souvent chez nous. Donc voilà pour ce que je suis personnellement. Alors, comment je me suis retrouvé dans cette procédure du BIJ? Tout simplement parce que en 99, nous créons la Fédération des Congolais de la diaspora à Paris, à l'Assemblée nationale. On était au départ une soixantaine d'associations. C'est-à-dire que tous les Congolais étaient intéressés par ce qui s'y passait. Ce qui se passait au Congo en général. Et quand on a commencé à affiner, c'est-à-dire à voir ce qui se passait dans la République du Congo, beaucoup d'associations sont parties. Puisqu'on a eu le procès Verschaff, Sassou qui portait plainte contre Verschaff, on a eu quelques-uns qui sont partis. On a eu un procès contre Lissouba, d'autres sont partis. On a eu un procès contre Kolela, d'autres sont partis. Et on s'est retrouvé, portion congrue, une vingtaine d'associations. Et c'est là où on a eu vent de ce qui se passait dans le pool, effectivement. Alors, notamment, le travail que lui a fait, c'était à l'époque un manuscrit. Et donc, il est sorti page par page, et c'est l'Église du Congo, particulièrement M. Milandou, qui a fait ce gros travail-là, qui a ramené une partie de ce manuscrit ici en France. Moi, chez moi, j'ai le manuscrit. Ce manuscrit, on l'a introduit dans la procédure du BIJ. Ce manuscrit, on l'a introduit dans la procédure à Bruxelles. Plainte qui avait été posée à l'époque à Bruxelles par des Congolais, qui étaient plaignants, notamment le vieux qui était membre du MCDD, j'oublie son nom, le vieux Makuta Moukou. Et bon, comme il est décédé, donc la procédure là-bas, ils n'ont pas voulu éteindre la procédure. Ils ont demandé à la FDIH, qui était partie civile sur Paris, de retrouver les parties civiles congolaises, donc nous, FCD, pour aller donc sur la plainte de Bruxelles et donc ramener ce manuscrit à lui, mais aussi pour étoffer ce dossier, on y a amené le livre écrit par Dabira, qui a comme titre Brazzaville à feu et à sang. Et dans ce livre, vous retrouvez toutes les chaînes de commandement qui ont fait le massacre des populations dans notre pays, et particulièrement dans la partie sud du Congo, donc le Poul, la Bwenza, le Nyari, le Kwilu. Dans la Likoumou, il y en a eu un tout petit peu moins, mais ces 4 régions-là ont vraiment subi au maximum. Alors, il y a quelques faits qui nous ont interpellés sur Paris. C'est ce que nous rapportaient nos parents. Tout à l'heure, notre ami Kimembe a dit que dans le Poul, déjà, les massacres commençaient dès 1997, donc à la fin de la soi-disant guerre, le fameux coup d'État permanent que nous on a intitulé coup d'État permanent, donc qui avait commencé le 5 juin 1997, qui finit le 15 octobre 1997. À ce moment-là déjà, et un tout petit peu après, dans le Poul, les massacres commencent. Parce qu'arrive à Brazzaville, dès le mois de décembre 1997, ce qu'on appelle chez nous du Paki. C'est les planches à manioc. Pour ceux qui connaissent, les planches à manioc sont pillées dans le Poul, ramenées à Brazzaville. Et en même temps, on ramenait les fruits, non pas seulement tout seul, mais avec des branches. Ce qui voulait dire qu'on était en train de tronçonner les arbres dans le Poul. C'est-à-dire qu'on préparait déjà ce massacre qui va arriver, qui va prendre le nom de génocide, effectivement. Nous, on a eu quelques réticences à sortir le mot génocide, parce qu'il a une connotation très juridique. Je ne suis pas juriste, je ne suis qu'un militant, comme on dit, de base. Je me suis retrouvé délégué général à la FCD parce que, bon, il fallait un vote, le vote avait été fait, et je me suis retrouvé là. Mais j'ai appris, sur le tas, comme on dit, un peu de droit et un peu de beaucoup de choses. Donc, à partir de ces faits, on s'est dit, mais il se passe quelque chose dans le Poul, qu'est-ce qui s'y passe? Il faut qu'on arrive à savoir ce qui s'y passe. Et c'est là que, donc, ce manuscrit arrive sur Paris par feuillet. Arrivent aussi des rapports faits par l'Église du Congo, l'Église catholique du Congo, que beaucoup de Congolais décrivent, et c'est eux qui ont fait tout ce travail-là, qui ont ramené tous les éléments nécessaires. Notamment, je citerai 2 rapports. Un premier rapport qui a été fait par le Caritas de Kinkala, c'est-à-dire Monseigneur Milandou, encore lui qui était évêque, et un autre dossier qui a été, lui, mis sous presse par les missions catholiques de France, où on trouve les fautes dont il parlait.
toutes les destructions qu'il y a eu dans le pool, toutes les écoles détruites. Voilà. Pour votre gouvernement, les premiers instituts ont été formés au Congo, notamment les instituts catholiques, puisqu'il y avait déjà l'école William Ponty à Dakar, mais les instituts catholiques ont été formés les premiers à Baratier. Donc Baratier était un grand centre où on formait beaucoup d'instituteurs de l'église catholique. Voilà, qu'on appelle Kibouédé aujourd'hui. Alors, ce village a été totalement détruit, et particulièrement cette école-là, qui a été détruite. À l'époque, on disait détollé. On enlevait les tôles. Si on enlevait les tôles d'une maison qui est faite en briques cuites, quelques mois après, avec les pluies, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Ou alors la maison est irrécupérable. Voilà le travail qui a été fait à l'époque, mais il fallait des éléments, il fallait des documents. Parce que ici, les Français nous disaient, mais c'est pas possible qu'un homme, maintenant, nous sommes à la fin du XXe siècle, ait pu faire ça. Alors qu'on a eu Nuremberg, on a eu le génocide juif, on a eu le génocide des Arméniens, on a eu celui de Herero dont on ne parle pas beaucoup, mais pour ceux qui se documentent ou ceux qui lisent vont le voir qu'effectivement, les Allemands avaient déjà commencé en Namibie, à l'époque le sud-ouest africain, commencer un génocide, expérimenter ce qu'ils allaient faire après en Allemagne. Et comme par hasard, il y avait à cette époque-là un monsieur qui s'appelait Göring, le papa du fameux maréchal Göring. Donc pour vous dire que les préparations se font déjà avant et ensuite on exécute. Et là, toutes ces préparations sont faites. Donc on reçoit les documents un peu, je dirais, par bribes, et notamment également aussi l'église protestante avec la CIMAD, qui a fait un travail colossal aussi, qui a ramené énormément de documents. Et la CIMAD à l'époque évaluait entre 100 et 200 000 morts et disparus dans les guerres contre les civils. J'utilise ce mot à dessein, guerre contre les civils. Il a été utilisé par MSF, Médecins Sans Frontières. Médecins Sans Frontières, quand il rentre du Congo après 1998, donc au début des années 98, donc avant que la fameuse déflagration ne commence à Kinkala, c'est eux qui alertent, ce que disait tout à l'heure notre ami Kimbembe, que les populations du Poul avaient été évacuées du Poul entre le 17 octobre et le 18 décembre 98. 17 octobre 97, 18 octobre 98. On les évacue. C'est là où on tue, c'est là où on viole les femmes, c'est là où, et le Médecins Sans Frontières le décrit très bien dans ce livre-là, pour ceux qui peuvent le lire, peuvent le chercher, vous lirez, vous avez toute la documentation qu'il faut. Donc il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui manque. Donc c'est avec tout ça, on a pu introduire la plainte des disparus du pitch. Comment on a introduit cette plainte? Il fallait quelqu'un qui vienne porter plainte. Nous, en situation, c'était impossible, on vit en France. On a fait venir en France, grâce à l'OCDH, dans l'Organisation de défense des droits de l'homme qui est à Brazzaville, 2 blessés. Un qui s'appelle Gisela Matembele et l'autre qui s'appelle Tieno Lino Bardin. Les deux étaient blessés. Quand ils sont arrivés au Val-de-Grâce, et là, Olivier qui est là pourront vous en dire beaucoup plus, c'est lui qui les accompagne parce qu'ils arrivent à Paris. Ils sont reçus à la maison avec d'autres qui étaient un peu plus valides. Notamment, il y en a un qui raconte cette histoire-là assez cocasse, ce qui fait donner un peu de, je dirais, un peu d'humour dans ce qu'on est en train de dire. À chaque fois qu'il voit mon épouse, il lui dit toujours, c'est chez toi, quand je suis arrivé en France, que j'ai mangé un gros saucisson. C'était du salami tout simplement, et lui, il appelait ça un gros saucisson. Pour vous dire qu'ils sont arrivés par chez moi, et de là, on les a amenés sur Paris, à la Ligue des droits de l'homme et à la FDH pour commencer à ces démarches-là. Donc c'est en décembre 2001 que la plainte est posée. Et les plaignants, je viens de vous les citer, ce sont ces 2 garçons-là, plus les autres qui étaient victimes, qui eux sont à ce moment-là partie civile, mais ils ne seront introduits que l'année suivante. Alors pourquoi il y a eu seulement à ce moment-là des plaignants, pas des parties civiles? Parce que, qui même nous l'a bien dit, la France officielle, la France de l'État, était partie prenante dans ces guerres. Si la plainte arrivait avec des parties civiles, systématiquement balayée, puisque la plainte était obligée d'arriver sur la table du garde des Sceaux, qui informait le chef de l'État, et on bloquait la plainte. À cette époque-là, rappelez-vous qui était au pouvoir, Grand Jacques Chirac. Et lui, la suite nous montrera qu'il a été de beaucoup dans la guerre du Congo, dans les guerres contre les civils au Congo. Donc c'est là où nous avait conseillé, notamment un personnage qui nous avait conseillé cela, qui s'appelait François-Xavier Verschave, l'ancien patron de survie, qui avait dit à l'époque à Patrick Baudouin, nous sommes à ce moment-là rue du Maine, à côté de
à côté de Montparnasse, où étaient les bureaux de survie. On dit donc à Patrick Baudouin, donc, qui était le patron de la FDH à l'époque, aujourd'hui il est devenu président d'honneur de la FDH, mais à l'époque il était président exécutif de la FDH, on lui dit, plein simple, ce qui nous permettra d'avoir un pied pour commencer ce truc-là, et on fera les parties civiles après. Donc on les a commencés après les parties civiles, donc on est rentré comme partie civile qu'en 2004, donc beaucoup plus tard. Mais on a continué à fournir ce qu'il y avait dans ces différents dossiers-là, parce que c'était très important pour nous. On se disait, mais attends, c'est impossible que tout cela ait pu se passer dans notre pays, et sans que personne ne bouge. Parce que tout simplement, les gens n'y croyaient pas. On n'y croyait pas, on se disait, c'est impossible que cela se passe, c'est impossible qu'on puisse faire ça au XXe siècle et que personne ne bouge. Quand on pose la plainte en décembre 2001, elle a comme intitulé, ceux qui sont juristes comprendront qu'on va vers ce fameux génocide. Donc, elle a comme intitulé plainte sur fondement de la compétence universelle pour torture, disparition forcée constitutive de crimes contre l'humanité. La plainte est posée contre M. Sassou, Pierre Oba, Blaise Adoua et tous ceux qui vont se révéler dans la plainte. Ce qui vous permet de comprendre que Ndenge sera arrêté à Paris, Gérard Bitindou sera arrêté à Paris et libéré après, puisqu'ils sont entendus, écoutés, libérés. Ndenge, c'était beaucoup plus fantastique, parce que, bon, je ne rappellerai pas tout ce qui s'est passé avec Ndenge, mais au moins avec ces gens-là, on a appris des choses. Et c'est là que le fameux Dabira, quand on va le localiser, parce que c'est à nous de le localiser. À l'époque, la plainte est portée à Meaux, parce qu'on avait localisé où habitait Dabira. Dabira habitait à côté de chez moi. Moi, j'habite à Vaujour, il habitait à Villeparisis. Pour la petite histoire, avec ma première fille, qui a maintenant 37 ans, avec elle, on est allé à vélo, il était beaucoup plus jeune à l'époque, avec mon petit garçon, on est allé à vélo, avec leur BMX, on est allé sur le canal de l'Ourcq, jusque là où habitait Dabira. On est monté dans sa rue, et ce sont mes deux enfants qui ont fait les photos de la maison de Dabira. Quand on les développe, c'est Olivier Bidunga qui est là, qui va ramener les photos. Moi, je travaillais, donc je ne pouvais pas être au four et au moulin. Donc, c'est lui qui ramène les photos à la François Xavier Verchave, qui appelle Patrick Baudouin. Et pas dans la précipitation, mais on avait l'élément qui nous manquait. Il n'y avait pas de service de police pour enquêter. Il n'y en avait pas. Il y avait un juge, pas de service de police. Donc, on a enquêté pour voir l'adresse, la localisation. Et moi, avec mes activités de militant associatif d'environnement, j'avais, avec des amis qui étaient à Villeparisis, eu le fameux plan cadastré de Villeparisis pour dire effectivement que c'est là qu'habitait M. Dabira. Et c'est comme ça que Dabira est intrus dans la plainte, puisqu'il faisait partie de la chaîne de commandement des fameux Cobra. Donc Cobra qui s'écrit C-O-B-R-A, parce que c'est les combattants de Brazzaville. Ce n'est pas le serpent. Contrairement à ce que beaucoup croient qu'il écrit avec un S. C'est combattant de Brazzaville. Donc une milice formée dès 92. C'est-à-dire à la fin de la conférence nationale. Donc ça, il faut le savoir aussi. Donc, quand on amène donc cette photo donc, avec le plan cadastré, donc, la plainte donc, est déposée. Et c'est à ce moment-là que le mécanisme commence. Et quand Dabira, on le localise, donc on va l'interroger. Il va être entendu. Il va être, comme la procédure judiciaire le veut, libéré en lui disant « Monsieur, vous allez revenir, on vous réentendra. » À ce moment-là, on lui dit « Monsieur, vous ne repartez pas à Paris pour qu'on vous réentende. » Donc, il reste bloqué à Brazzaville. Et c'est comme ça qu'en 2002, que je ne me trompe pas de date, en 2002, un mandat d'arrêt est lancé contre lui, avec un chef d'inculpation. Il était au départ témoin assisté, et là, il devient mis en examen. Et dans sa mise en examen, il est écrit ceci. Donc, mise en examen pour crime contre l'humanité, pratique massive et systématique d'enlèvement de personnes suivies de leur disparition, écoutez bien, pour des motifs idéologiques et en exécution d'un plan concerté contre un groupe de population civile. C'est bien génocide. Mais le mot ne peut sortira quand le procès est fait, et là on dira effectivement il y a. C'est pour ça que le pouvoir de Brazzaville panique de tous sens, ce qui moi m'a valu une interdiction au Congo,
pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas, je peux le dire aujourd'hui avec beaucoup de force, j'ai perdu père et mère, je n'ai pas pu aller les enterrer alors que je suis fils aîné. Donc il a fallu que je fasse ça de Paris, que je prenne mon téléphone, que j'appelle mes frères, mes petits frères qui étaient là-bas, qui tous les jours m'appelaient, comme on disait en Larry, Yaya, beau tout ça. Et donc d'ici, j'ai fait tout ça. Donc pour vous dire que si nous, on ne prend pas le courage, si nous, on ne prend pas, comme on dit, le taureau par les cornes pour amener ce problème-là, personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera à notre place. Et le travail que Kimbembe a fait, c'est un travail qui a beaucoup servi dans cette procédure-là, qui est toujours en cours, il faut le savoir. Et tout à l'heure, il parlait des dates. Les fameux disparus du beach. Dans le dossier qu'ils font à Brazzaville, qu'on a appelé à l'époque mascarade, le procès qu'ils ont fait, où ils ont reconnu qu'il y a des victimes, puisqu'indemnisées. Il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable. Et Beton Kouka à l'époque disait, si vous reconnaissez les victimes, les indemnisez, et qu'il n'y a pas de coupable, ça veut dire que ces personnes-là se sont suicidées toutes seules. Et le président du tribunal de l'époque, de la cour d'assises, qui est aujourd'hui président, je crois, de la Cour suprême ou APC, voilà, qui va dire, Maître Nkouka, ne dites pas ça, c'est une insulte à la mort des victimes. Mais à la fin, il ne reconnaîtra pas qu'il y a des coupables. Donc pour vous dire que, non seulement ils ont peur, mais ils veulent aller amener tout ça dans le négationnisme. Mais c'est à nous de nous battre pour que tout cela puisse paraître au grand jour et surtout que les coupables soient condamnés. Parce que dans ce procès tout à l'heure, Kimbembe nous l'a rappelé, qu'il y a beaucoup de Larry dedans, qui ont été les collabos de ce mécanisme-là. Le fameux Camara dont il parlait, moi j'étais au caté avec lui, Camara. Il a même été enfant de cœur, pour vous dire. Il a même été enfant de cœur. Son vrai nom, c'est Koubemba. Le fameux Willy Mansanga a aussi été enfant de cœur. Mon soeur Miladou me disait, mais je ne comprends pas ce qui est passé par la tête de cet enfant-là. Il a été enfant de cœur, mais je ne comprends pas. Il dit, voilà, ce qui peut arriver. Et c'est pour ça que M. Miladou a risqué sa vie. Et aujourd'hui, comme on dit, il a un contrat sur sa tête parce qu'il en sait beaucoup sur ce qui s'est passé pendant ce moment-là. Donc on se dit, si celui-là, on le discrédite aujourd'hui, personne ne croira à ce qu'il dira, personne ne croira à ce qu'il peut écrire. Donc il faut le discréditer. Alors que nous-mêmes, on se dit, oh non, notre Église catholique, elle est mauvaise. Alors que voilà le travail qu'ils ont été fait, la preuve est là. Le gros travail qu'ils ont abattu. Et je terminerai par une petite note, une petite chose toute simple. La mascarade du procès de Brazzaville, juillet-août 2005. Je vous donne un mille. Qu'est-ce qui était marqué comme chef d'accusation? Ça, personne ne trouvera. Premier chef d'accusation. Génocide. Nous sommes à Brazzaville. Donc, contre les Ndenge, les Dabira, les Adoua, le procès qu'il fera à Brazzaville. Premier chef d'inculpation. Génocide. C'est pas nous qui disons, c'est eux qui le disent. Deuxième chef d'accusation. Crime contre l'humanité. Crime de guerre. Viol. Nous, quand on l'a dit, oh là là, vous racontez n'importe quoi. Et tout moi, je passais pour l'empêcheur de tourner en rond, mutilation, la trappe, on lui fait sa peau, enfin bref. Voilà. Viol. Assassinat. Violation de secret professionnel. C'est ce qui était marqué dans leur dossier. Moi, je n'ai fait que lire ce qui était marqué. Non-assistance à personne en danger, arrestation, détention et séquestration arbitraire. Et c'est là où ils se sont fait piéger eux-mêmes. Puisqu'à l'ONU existe un groupe qu'on appelle le groupe de travail des disparitions forcées, eux, ils ont travaillé, et pendant leur procès à Brazzaville, ils n'avaient pas retenu les 350 disparus, les 350 par an, ils n'avaient retenu que 80. Et pendant qu'ils faisaient le procès à Brazzaville, ici, avec la FDH, on fait une conférence de presse à la maison de la radio. Et pendant la conférence de presse, arrive un document du groupe de travail des disparitions forcées. Arrive ce document-là. Excusez-moi. Et dans ce document, on nous donne une nouvelle liste de noms qui est là. Et moi, je l'ai faite avec celle-là, pendant qu'on était en train de faire la conférence de presse, rapidement, avec un crayon à papier, j'ai essayé de retrouver les noms qu'il y avait sur le procès de Brazzaville et cette liste-là. En retrouvant tout ça, on arrive non pas à 80 noms qu'eux donnaient,
nous sommes arrivés à 280. On approchait les 350. Et dans le lot des noms, j'ai retrouvé le nom d'un ami. Notre ami Maïma Memba pourra reconnaître ce garçon-là parce qu'on a été à l'école. J'étais au CP avec lui jusqu'en CM2. Et lui était à l'école à Saint-Joseph avec nous. Et en CP, il est venu nous remplacer notre maître, nous a enseigné. Ce garçon s'appelait Nguy André. J'ai retrouvé son nom. Alors quand j'ai vu ses parents en 99 à Brazza, et mes frères m'avaient dit, ton ami Nguy a disparu. On ne le retrouve pas. Je suis allé voir sa sœur. Et ses parents n'ont pas voulu, à aucun moment, qu'on dise que lui avait disparu ou qu'il porte plainte. Notre ami pourra reconnaître cette famille de Nguy André. Sa sœur était mariée à un gars qui habitait à la rue Berlioz, la rue où nous sommes nés, tous les deux. Et j'ai oublié le nom de son mari, cette femme est décédée il n'y a pas très très longtemps. Et par peur, parce qu'il y a ce fameux complexe de Stockholm qui fait que quand on est victime, parfois on se dit je suis coupable de peut-être de quelque chose, donc je ne fais pas. Donc ça recoupait bien toutes ces listes-là. Donc quand M. Sassou dit dans la presse et partout quand il disait que ce n'est pas vrai, c'est une lubie de l'opposition, ça n'a jamais existé, on n'a jamais massacré, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais fait ça, ils sont bel et bien massacrés. Mais c'est à nous de prendre le problème par le corps et de partir. Nous, ça fait quoi? Depuis 2001 que la plainte existe, qu'on se bat, quand je dirais que je juge mes chaussures sur les pavés de Paris, que je me suis privé en partie de ma famille, puisque je n'étais pas chez moi. J'étais sur Paris, j'étais partout pour aller en parler. Mais je suis fatigué aussi. Là, je viens. Quand vous me regardez, vous allez me dire, oh, il a une quarantaine, une cinquantaine. Non, j'en ai 66. Donc, vous voyez, je suis... Vous êtes jeune. Oui, peut-être, mais le corps ne suit toujours pas. Donc, tout ça, petite période pour vous dire que les jeunes, il faut absolument que vous preniez ce problème à bras le corps, vous en fassiez vôtre, que nous nous battions ensemble. Comme ça, comme faisaient les vieux à l'époque, j'ai pas fini, excusez-moi, je finirai par là. Pour que dans quelques années, ou dans quelques mois, pour ne pas dire dans quelques mois, on vous passe le flambeau, on dise, voilà, les jeunes, vous êtes assez outillés, allez-y, continuez. Nous, on s'arrête au bord de la route parce que nous sommes fatigués. Voilà, je m'arrête là, merci beaucoup. Donc, à la suite des deux intervenants, donc la parole va circuler, mais pour faire équipe avec les intervenants, moi aussi je vais me présenter. Kunku Séverin, Moussika Wunga. Alors, c'est mon père encore. Musindamba Mana Kawunga, Ntekolo Mpanzo, Ntekolo Ngando. Et mon père disait toujours Mpanzo Ideka. Mais quand il m'expliquait Mpanzo Ideka, pourquoi il insistait, je n'avais toujours pas compris. C'est aujourd'hui que je commence un peu à entrer dans le mystère de Mpanzo Ideka. Donc la parole circule. Qui va intervenir? D'abord les journalistes. Oui. Bonsoir à tous. Ici, je vais poser une question en tant que communicant. Parce que le monsieur journaliste est tellement pro. De la communication et les médias, beaucoup d'intellos, beaucoup de lettrés peuvent s'y retrouver. Vous nous avez décrit en long et en large, une des rares fois, la seconde phase de ce génocide programmé. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça a commencé d'abord avant, et maintenant, celle qui se passe là en 2016. Ce qui se passe en 2016, n'est que la troisième étape. Maintenant, la question est de savoir quelles sont les pistes de sortie pour que d'ici encore 20 ans, que cette affaire-là ne se répète plus. Parce que de mon expérience, quand je calcule, c'est toutes les 20 années
c'est le 22 des séances à répétition. Pour mémoire, la doyenne du corps diplomatique accrédité au Congo l'a fait ressortir devant le sieur Kani il y a moins d'une semaine. Maintenant, quelles sont les pistes et les potentielles pistes que vous prévoyez et quel peut être l'impact de cette diaspora et des communicants de la diaspora au-delà de l'éveil de conscience du peuple congolais. Merci. Oui, vous avez la parole, M. Batota. Ouais, moi je pense que bon, j'avais quelque chose à dire, mais à entendre ce monsieur qui vient de parler là, donc il veut que les grands assis puissent dire qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir. Mais ça, c'est pas une question à poser en public, je pense. Hein? C'est comme quand on dit hein? Il y a un bongi qui doit être fait. Tout le monde n'a pas accès au bongi. Hein? Un lemba. Dans un bongi lemba, oui. Il ne faut pas pour lemba. Déjà un bongi. Hein? Le lemba, Voilà. c'est autre chose. Déjà un Voilà. bongi. Parce que là c'est comme si tu voudrais qu'on ne sait pas qui est qui ici. Hein? Donc tu veux que les grands te disent quel est le projet d'avenir pour sauver le Congo. C'est ça. Les grands, moi je viens de loin. Hein? Hein? C'est pas pour entendre les bêtises, les deux grands qui sont là. Parce que ce sont mes pères. Donc quand ils risquent leur vie, pour nous, il faut avoir de la considération pour les personnes qui osent. Ce que tu as entendu, réfléchis en toi-même. Qu'est-ce que tu dois faire de ton côté pour que nous puissions... Monsieur Batota, je m'arrête là. d'accord, oui. Alors, je passe la parole à la journaliste Florence Dine. Moi, c'est juste un témoignage. J'ai vraiment suivi avec beaucoup d'attention ce que les deux orateurs viennent de dire. Je n'ai qu'un seul mot à vous dire, c'est merci et beaucoup de respect. Vous êtes un véritable des héros, des véritables rescapés. À titre personnel, en décembre 1998, je suis journaliste à Radio France Internationale. Je suis envoyé en mission à Dakar. Il s'y tient un sommet africain intitulé Femmes et Sida en Afrique, présidé par le Premier ministre de l'époque, au temps de Abdou Diouf. La réunion prend fin, je crois, autour du 15 ou 16 octobre. Je suis dans un hôtel à Dakar et je reçois un coup de fil de la présidence me demandant de rester à Dakar pendant une quinzaine de jours parce que le président aurait éventuellement des choses à me confier. Donc, Abdou Diouf. Donc, tout le monde rentre chez lui, il y avait au moins plus de 500 délégués. Hein. Je reste à Dakar. Et pendant le temps où je suis à Dakar, je vais me balader, puisque je ne fais rien. Je suis à l'hôtel, je mange, comme... mais ce que je vous dis n'est pas sorcier. Hein. Tous les journalistes connaissent ça. Hein. Vous arrivez dans un pays africain, les chefs d'État disent vous restez là, 15 jours, vous avez des vacances, ça se passe comme ça. Bon, c'est ça la France. Pendant que je me trouve à Dakar, je vais me balader au marché, pour ceux qui connaissent le Sénégal, Grand Dakar. Je vais chercher des tissus, j'aime beaucoup des tissus africains. Et je rencontre par hasard, si ce n'est pas le 19, c'est le 20 décembre. Un Congolais sénégalais. Son nom, je crois, je ne sais pas si c'est Bruno Thiam, je crois. C'est un journaliste. Il est congolais et sénégalais. Il travaille, dit-on, au service de presse de Mme Sassou Nguesso Deni. Il me rencontre, il dit, mais vous n'êtes pas d'ici, vous? Non, vous n'êtes pas ça, mais vous êtes journaliste en direct. Je dis oui. Mais vous êtes d'où? Je dis, mais je suis du Congo-Brazzaville. Est-ce que vous êtes du Poul? Je dis, oui, je suis du Poul. Ah bon? Sassou a décidé de raser tout le Poul. Je dis, c'est pas vrai. Oui. Alors là où je vous parle, le Poul n'existe plus, il n'y a plus que des arbres. Je dis, nous sommes donc autour du 20 décembre, hein, 98. Je dis, mais qui êtes-vous? Il me dit, donc, je suis un tel, Bon. Je rentre à l'hôtel, je téléphone à RFI à Paris. Je dis, écoutez, je viens d'avoir une information, comme quoi il se passe des choses comme ça à Brazzaville. C'est chez moi, je suis bloqué à Dakar,
Parce que le président veut que je reste là. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans mon pays. Alors, Paris ne répond pas à mes questions. Je dis, c'est bizarre. Mais moi, on m'a dit qu'il se passe ça dans la région de Poul. C'est ma région, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Je suis bloqué à Dakar, je respecte le président, mais moi, je veux de revenir à Paris. Et RFI ne répond pas. Ou quand vous viendrez à Paris, on verra ça. Donc, je reste encore quelques jours à Dakar et je rentre à Paris. Donc, quand je rentre à Paris, je fais d'abord le reportage pour lequel je suis payé, celui que RFI m'a donné sur le SIDA. Et après, je contacte la communauté congolaise de Paris et je vois que tout Paris brûle. Les Congolais de Brazzaville, de Paris, sont vraiment dans un état. Alors, je demande, est-ce qu'il n'y aurait pas parmi vous des femmes congolaises venant de Brazza qui sont au courant de ce qui se passe actuellement dans le pool? On me dit, oui, il y a une qui connaît, qui peut vous renseigner. Je dis, bon, vous me l'amenez à RFI, je vais l'interroger. La femme se pointe à RFI, je la mets dans un studio, on dirait, on enregistre. Je pars maintenant à la rédaction, voir mes chefs, d'écouter. Dites-donc, vous ne savez pas ce qui se passe au Congo-Brazzaville. J'ai un témoignage croustillant sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Il faut qu'on le diffuse. Écoutez la réaction de RFI. Ah non, on ne veut pas en parler. Je dis, comment on ne veut pas en parler? Il se passe quelque chose dans un pays que nous couvrons. On a un correspondant là-bas, il n'en parle pas. Moi, j'ai l'exclusivité là. Quelqu'un qui revient de Brazzaville, il veut témoigner. RFI a refusé de diffuser le témoignage de la femme du pool du Congo-Brazzaville. Nous sommes là, donc en janvier, je crois, janvier 1999. Alors là, je ne comprenais plus rien du tout. Je suis de la maison, mon pays brûle, j'ai un reportage, je ne peux même pas le diffuser. Qu'est-ce que je fais ici alors? Et 3 mois plus tard, j'ai quitté RFI pour vous montrer que les médias français sont bien impliqués dans cette affaire. J'ai jusqu'à chez moi le reportage, le témoignage de la femme congolaise sur les génocides. Je l'ai chez moi. RFI a refusé de le diffuser, alors que je l'ai enregistré dans le studio de RFI Afrique. Jusqu'à présent. Bon. S'ils connaissent rien dans cette affaire, pourquoi ils refusent? Pourquoi RFI a refusé de diffuser le témoignage d'une femme de poule sur les antennes de RFI? Pourquoi? Ça veut donc dire que la presse française, notamment RFI, est bien impliquée dans ce dossier. Donc ça, c'est une contribution au débat. C'est ça. Et moi, j'ai quitté RFI pour ça. 3 mois plus tard, j'ai quitté, j'ai dit, c'est pas la peine. Si vous voulez que je parle des femmes du Sénégal, vous êtes d'accord. Mais quand je parle des femmes de poule, vous ne voulez plus. Ben alors, c'est pas la peine, je quitte. C'est comme ça que j'ai quitté RFI. Voici un témoignage comme quoi la France est bien impliquée dans ce dossier. RFI a refusé jusqu'à le reportage, je l'ai. Un jour, je pourrais le faire écouter une contribution. La parole tourne encore et je pense aussi que le temps presse. Donc on va faire vite. On va faire court. Il faut qu'ils achètent le livre. Oui, il faut être bref. Si on leur dit tout, alors. Alors, on ne veut pas acheter. celui qui est au fond là-bas, oui, mais si vous avez la parole. Vous, oui. Ils sont venus pour acheter le livre. Eric Bondou, porte-parole et membre du MRNC, le mouvement républicain pour la libération du Congo-Brazzaville. Ressortissant du pool, donc l'enfant de la rive, Mouchindamba, Mouchimbebe, Mouchimbimba. Bon, moi également, je ne serai pas long, et je serai un peu bref. Ce que nous constatons également, si je parle, j'ai même la chair de poule. L'humiliation, je crois que nous l'avons subie. L'humiliation a dépassé même le seuil de l'expression. Raison pour laquelle, et quand nos ancêtres disaient vous les aînés, vous avez rencontré ces difficultés. Nous, vos frères et vos enfants, nous sommes aussi venus. Nous traversons aussi les mêmes difficultés. Maintenant, ma question est celle de savoir comment nous allons pouvoir faire? Que faire pour stopper cette humiliation? Que faire pour arrêter? Parce que moi, je ne peux concevoir une personne qui s'est blessée depuis les années 63. La blessure n'a jamais été cicatrisée jusqu'à nos jours. Le sang coule. Imaginez et quelle peine que ça fait. Et quand je regarde, il y a un dicton qui dit chez nous,
Même si oui, nous sommes venus, moi personnellement, je suis venu faire des études ici en France, dans le domaine de la finance, j'ai fini. Mais tôt ou tard, Kennedy disait, l'on n'attend pas ce que la nation doit faire de nous. La nation attend de nous ce que l'on doit apporter. Quand le village de mes ancêtres, de mes parents, ont été rasés, brûlés, les femmes violées, les arbres fruitiers coupés, détruits, les racines, donc ça ce sont mes racines. Ici en France, et ça me fait plus de 20 ans que je suis là. Mais je suis larré et je suis fier de l'être. Maintenant, la question, et ma question c'est celle-ci, j'en résume. Vous les aînés, et ce que j'essaie de constater, qu'il y a aussi une fissure au niveau vous des aînés. Là, vous voulez nous donner le bâton et qu'on puisse continuer ce combat. Oui, nous on veut bien. Mais entre autres, entre vous les aînés, vous êtes divisés. Est-ce que c'est dans cette dispersion qu'on peut aller faire tomber le baobab qui est à Brazzaville? Bon, merci, vous êtes entendus. Oui. Donc moi je souhaiterais également, il faut que vous les aînés, nous voulons assumer cette responsabilité pour aller de l'avant. Mais vous les aînés, il faut être unis. Benontieti mi kamemboa. C'est que là Tchoumochi, vous me là Tchoumochi. On en a marre de cette division. Oui. Nous on va lui faire partir le monsieur là. Qu'on monte, qu'on descend, il va partir. Ingeta, Ingeta. Et en guise de réponse rapide, dans mon introduction, j'ai parlé de la civilisation Congo. Et quand on parle de la civilisation Congo, il n'y a pas de distinction. Vous avez compris? Et donc, j'ai parlé aussi de l'éveil de la conscience. Si jusque-là, nous étions dans l'oubli, dans l'obscurantisme, et c'est pour la première fois, avec les amis en qui j'ai confiance, que je connais, qu'on aborde la question de l'éveil de la conscience, de cette façon-là. Donc, ne désespérons pas, et on va se connaître, on va échanger, et quand on est éveillé, il y a des solutions. Donc, je passe la parole à Madame Boukadia. Je me lève pour que tout le monde m'entende. Je n'ai pas une voix très forte. Donc, ce que je voulais, justement, pour compléter, effectivement, au début, le mot génocide faisait peur à tous les journalistes. Seulement, le 14 novembre 2018, je suis allée à l'ONU pour la 31e session du Congo. Et pour vous rassurer, c'est que 3 pays ont voté le mot et ont prononcé le mot génocide. Donc, cette démarche qui a été faite par les anciens, comme vous dites, elle commence à prendre corps et forme. Soyez un petit peu patients. Merci. Rajouter juste une chose pour rassurer notre ami qui pense que les aînés ne font rien ou les aînés n'ont jamais rien fait. Alors, ça fait 20 ans que vous êtes en France. Cette plainte, quand nous l'avons posée, c'était en 2001. Ça fait combien d'années? Est-ce que pendant tout ce temps-là, vous en avez entendu parler ou vous avez essayé de vous documenter pour savoir ce qui se faisait, ou vous-même, là où vous étiez, vous avez essayé d'apporter un maximum de ce que vous pouviez avoir comme information? Il faut savoir que je parle du syndrome de Stockholm. Ça, il faut le savoir. Beaucoup de gens, à cette époque-là, n'osaient pas témoigner. Et je donnerai juste l'exemple de mon propre père, qui sort de la forêt. Donc, il ne sort pas de la forêt, parce qu'en fait, le Poul, ce n'est pas une région forestière, c'est une région de prairie. Il sort du Poul par le Zaïre, la RDC. Il rentre à Brazza avec un short et une chemise. Quand il arrive à Brazza en 99, je vais à Brazza en 99, je prends ce courage-là d'y aller. Et quand je le vois, et je lui dis, papa, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Ma mère me répond, vous qui êtes à l'étranger, battez-vous pour qu'on arrive à quelque chose. Et mon père me répond, surtout, ne fais pas ça, laissez-les commander, on a suffisamment souffert. Voilà dans quelle situation les gens se trouvaient. Donc si aujourd'hui, moi je dis haut et fort que nous sommes prêts à vous passer le bâton, parce qu'on a fait ce travail-là. Et quand on l'a fait, on demandait aux jeunes de venir. Les jeunes ne venaient pas comme vous. Tous ceux-là, quand ils me voyaient, c'était « Oulala, ce grand-là, il sent le soufre. On fait passer à côté. »
Et même beaucoup n'osaient plus venir chez moi. En disant, lui, sans le souffle, on n'y va pas. Il y en a même un qui m'avait dit à l'époque, mais s'il arrive malheur à Brazzaville sur tes parents, qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'occupe pas de ça, occupe-toi de tes oignons. Et quand j'ai perdu père et mère, j'y suis pas allé. Donc quand j'entends ce genre de langage, qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que nous allons faire, je trouve ça lamentable. On doit plutôt dire, prenons-nous par le bras, allons-y, travaillons, bossons. Oui. Pardon, j'ai d'abord donné la parole à M. Kiwoulou. Oui. Merci pour la parole accordée. La première chose que je dirais, c'est que je me réjouis et nous nous réjouissons tous pour ce qui nous a rassemblés aujourd'hui, surtout dans la perspective de ce que nous considérons comme une année pleine, entière, calendaire sur les 20 années de ces massacres de type génocidaire. Nous pensons que depuis le 18 décembre de cette année, non, de l'année dernière jusqu'au 18 décembre de cette année, il faudrait mener des activités, des actions pour commémorer ce qui a été inédit, ce qui est inédit dans l'histoire de notre pays. Donc, ce hécatombe si horrible. Alors, j'en viens donc, et pour ajouter, nous pensons organiser un colloque sur ces massacres, ce génocide, un colloque qui sera plus intellectuel, puisqu'on parle de colloque, et également un jour faire aussi un exposé sur ces événements. Un exposé, peinture, texte, tout ce que l'on veut, poème. Alors donc tout le monde est invité à faire des contributions. J'en viens donc à des questions aux deux intervenants. Ça porte sur ce que j'appellerais la larisation de ce génocide. Je n'ai pas peur d'utiliser le mot. En tant qu'acteur politique, cela fait longtemps que je l'utilise. Tata Sakoki Mbembe a rendu hommage à un enfant qui est né le 12 décembre et qui devait s'appeler Mungu. C'est la mère, le nom de la mère. C'est la mère. C'est la mère, oui. Voilà. Et j'ai entendu aussi Tata Moutima parler d'un certain Ndié qui a été tué, je crois, parmi les disparus du beach. Et donc on a des noms comme ça qui ne sonnent pas directement Larry. Alors, vous avez été curé à Kindamba, et je sais que Kindamba, les pays de Kindamba et de Mpangala, c'est un terroir aussi bien des Lari que des Téké. Ce que je voudrais savoir, parce que c'est toujours dans la recherche de la vérité au plus près. Lorsqu'on a assassiné à Brazzaville, quand on a fait les massacres à Bakongo Makelekele, à partir du 18 décembre 1998, est-ce qu'il n'y a eu, c'est vrai que ces quartiers n'étaient habités en majorité que de populations Lari. Vous l'avez expliqué. Mais il y a aussi d'autres populations comme les Téké. Voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres... Monsieur Kiwoulou. Voilà, vous m'avez compris. On comprend la question. Merci. Je comprends la question. Merci. Moi, je vais répondre à Kiwoulou. Non. Après, s'il vous plaît, il ne nous reste que 20 minutes pour fermer. Il faut vendre le livre aussi. Voilà, il faut vendre le livre. Oh là là, on est venu pour acheter le livre. Il y a une chose que les gens doivent savoir. Il y a des listes qui ont été dressées. Moi, je vais vous sortir. S'il vous plaît. Je vais vous sortir tout simplement le document qui est fait à Brazzaville, qui envoie, ceux qui voulaient écouter, le document qui envoie
les Dabira et tous les autres devant les tribunaux. Dans les noms qu'eux retiennent, le document est là. Monsieur Kimoulou peut venir le consulter. Tous les noms qui figurent là sont tous des noms Larry. Le Ndié dont vous parlez, c'est un ami d'école, on était sur le même banc. Le Ndié est là. C'est un ami d'école. Et nous sommes à l'école primaire à Saint-Joseph de Bakongo. Tout à l'heure, j'ai montré le docteur Malonga, qui connaît très bien sa grande sœur, puisque elle, j'étais à l'école Sainte-Agnès. Donc il est bel et bien Larry. Donc effectivement, on entend souvent, on est en train de lariser ce génocide-là. À chaque fois qu'on était dans ce génocide-là, les phrases qui ont été prononcées, et moi je vous invite un jour à venir chez moi, je vous montrerai les DVD, vous écouterez de vous-même les phrases qui sortaient des militaires qui venaient. Et la première phrase a commencé à la mort de Gwabi, quand on a dit « Ba Congo, ba Loki, ba Bomi, Marien ». Et quand on a tué les gens en 97-98, ba Congo, ba Lari, boza moto makasi, toko bomabino. Voilà ce qui sort. Voilà, Tokosili Sabino. J'étais un peu soft. Tokosili Sabino. Donc je pense que dire qu'on larise ce génocide, non. On ne le larise pas. Ce sont les faits. Ce sont les faits. Ça, c'est un document qui n'est pas fait par moi. Hein. C'est le juge, comment il s'appelle déjà? Benjamin, comme moi. Benjamin Stéphane Gombe, doyen des juges d'instruction de grande instance de Brazzaville. Ah, il est mort. Ah, père son âme. C'est lui qui a fait ce document-là, qui envoie les Dabira au tribunal. Bon, donc, s'il vous plaît, vous avez écouté les intervenants. Donc, ce n'est pas fini. Et vous allez réfléchir dessus. Vous trouverez des réponses dans le livre, parce qu'il faut acheter le livre. Il y en a qui n'ont pas encore acheté le livre et qui pensent à des solutions. Mais lisez d'abord le livre, parcourez-le et vous nous ferez part de vos réflexions et de vos solutions. L'argent, c'est l'art de la guerre. Donc achetez le livre. Achetez le livre. 2 minutes, je veux dire 2 choses. Puisqu'on est nombreux ici aujourd'hui, il est temps qu'on s'unisse. On est tellement dispersés. Il y a des gens ici qui ne me connaissent pas. Mais moi, je connais mon grand, c'est mon grand frère. Mais lui ne me connaît plus, je sais. Mais moi aussi, ne me reconnaît plus. Mais c'est mes grands frères. On a été servant de mes soeurs. C'est lui qui me tapait. Mais je vous dis une chose. Si on est désunis, on ne peut pas gagner le combat. Qu'on soit Larry, Teke, on est tous des Teke aussi à un moment donné. Larry ou Teke, on est des Congolais. Et il faut s'unir pour gagner le combat. Et même, il a dépensé certainement de l'argent. Mais on est cupide. 10 € pour donner pour qu'il fasse les démarches. On n'est pas capable de les donner. Et ça, je l'ai déjà vu. Oh, s'il vous plaît, vous n'avez pas écouté la fin de son intervention. Nous ne sommes pas capables de donner une contribution de 10 € pour aider à faire des photocopies.